Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, c'est la reprise pour l'OGC Nice, le retour à l'Alliance Riviera, le retour à la compétition à la Ligue 1 avec cette rencontre face à Lens. Un match nul, 0-0 jusqu'au bout de la nuit. On avait un peu perdu l'habitude des matchs à 21h, surtout en semaine. On va parler de tout ça, on va évidemment aussi parler du mercato et de l'actualité de l'OGC Nice, assez chargé. C'est la période, le mercato commence dans 2 jours en réalité et l'OGC Nice devrait être actif, en tout cas c'est un peu les bruits de couloir qu'il y a, que ce soit dans la presse ou en off. On verra après concrètement ce qui se passe. Mais tout d'abord, permettez-moi d'accueillir mes acolytes du jour. Il y a Alric déjà. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis pas impatient de parler de ce match, mais on va le faire parce que c'est le taf. Et voilà. Bon, ok, après, on n'oblige personne à venir dans l'émission, Alric, tu sais, mais effectivement, je comprends, le match n'est pas non plus... je crois qu'il y a une formule qu'on va beaucoup utiliser dans l'émission, je ne vais pas la spoiler tout de suite. On va accueillir Jérémy d'abord. Salut Jérémy, comment tu vas? Salut Sky, salut Rick, salut à tous. Ben écoute, ça va plutôt bien. Moi aussi un match que j'ai trouvé assez frustrant, mais il y a, comme on l'a dit, il y a des choses positives. Donc on va essayer encore une fois de parler de ces choses positives. Ouais, ça fait partie un peu de la thérapie, puis ça fait partie de l'intérêt de l'émission, hein, parce que si c'est pour se scarifier tous en place publique, bon, bah, On ça l'a serait un peu déjà fait, hein, dommage. donc Voilà, on l'a déjà fait, c'est vrai, tu as raison, mais bon, on est en processus de reconstruction. On a un projet sur 3 ans pour être un peu plus optimiste, à 3 nous ans, nous aussi. aussi, d'accord. Voilà, mais bon, blague à part, messieurs, parlons de l'actualité de l'OGC Nice. Déjà, on va peut-être repousser l'échéance du terrain, mais bon, on est médisant parce qu'en réalité, au final, dans notre analyse, je suis sûr qu'on va être plus positif que critique. Donc voilà, ne nous la racontons pas trop non plus. Parlons de l'actualité de l'OGC Nice. Elle a été chargée en rumeurs, mais également en officialisation. Et la principale officialisation, c'est l'arrivée dans l'organigramme d'Ineos Sport, et je précise bien d'Ineos Sport et pas de l'OGC Nice, de Jean-Claude Blanc, l'ancien directeur général de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain. Une pointure, une sommité mondiale même à son poste, hein, qui a mené de sacrés dossiers. On parle du redressement de la Juve après le Calciopoli, de la transition vers son Juventus Stadium, l'Alliance Stadium aujourd'hui d'ailleurs. Mais après également l'architecte du Paris Saint-Germain version Qatar ces 11 dernières années, si je dis pas de bêtises. Donc pas n'importe qui dans le milieu du foot. Il va s'occuper cette fois de toute la partie sport d'Ineos, donc la voile, la F1, le cyclisme, mais également le foot et l'OGC Nice. C'est pour ça qu'on en parle. Messieurs, évidemment, on n'a pas les contours du poste, de la fiche de poste, en tout cas de Jean-Claude Blanc, mais l'arrivée d'une référence mondiale, cette fois, pas de quelqu'un qui vient d'un autre sport, qui est sûrement très sympathique, qui aime bien dormir dans des camions sur le parking de Charles Hermann. Là, voilà, quelqu'un de compétent, de reconnu, que tu débauches au Paris Saint-Germain, en plus, c'est peut-être vraiment le premier vrai signal positif, ambitieux, sur les nombreux projets Ineos qui se sont succédés depuis leur arrivée il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Le premier, je sais pas, mais parce que du coup, même dans l'organigramme de l'OGC Nice, les arrivées de Florian Ghisolfi et de Fabrice Boquet étaient déjà des premiers pas. Maintenant, je vais pas faire celui qui connaît le monsieur, je le connais pas du tout, mais tu as rappelé son CV, je pense que c'est une très bonne chose. À voir aussi les réactions des supporters parisiens sur Twitter notamment. Effectivement, c'est un très gros coup. Je suis curieux de savoir un petit peu quel va être son apport par ricochet par rapport au club. Parce que comme tu l'as dit, c'est pour la branche Ineos Sport. Voilà, je suis un peu dans l'attente de voir quels sont les effets que ça va produire. C'est bien parce que ça peut donner du crédit à Ineos dans le monde du sport encore plus et par ricochet aussi pour nous. Donc voilà, je suis plutôt content. Ouais, tout pareil, hein. Moi j'étais assez surpris et dans le bon sens de son arrivée parce que c'est quand même, comme tu l'as dit Sky, une pointure, c'est un grand nom quand même du football européen. La Juve, Paris, il a toujours fait l'unanimité, donc c'est quand même quelqu'un qui a un gros CV, une grosse expérience. Donc je suis très content de son arrivée, comme le dit Alric, ça va donner beaucoup de crédibilité, je pense, à Ineos dans le domaine du sport. Bon, il en a, par exemple, dans la Formule 1 ou dans la voile, un peu moins dans le foot pour l'instant, mais ça va donner un peu plus de poids à Ineos et je pense que justement, ça va donner de la crédibilité à tout ça. Après, justement, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est pour Ineos Sport, mais je pense que vu que c'est une personne qui connaît très bien le foot, ça va indirectement nous être très utile à nous ou à Lausanne ou à Abidjan. Donc c'est une très très bonne chose et je suis très très content de son arrivée. Et en plus, ouais, quand même, on débauche du PSG, donc c'est quand même un signal fort que tu envoies à tout le monde.
C'est un signal positif. En tout cas, on en manquait un peu ces derniers temps, même si, bon, Alric, tu as raison de le rappeler, hein, le club se structure, hein, que ce soit au niveau, de sa cellule, performance et Oui, en physique, plus, la oui. direction générale, la direction sportive. Enfin, et non, Jean-Claude Blanc n'est pas la seule personne, on suppose, compétente qui débarque. Mais bon, là, tu passes quand même à un nom d'une stature et d'une reconnaissance, d'une compétence internationale, et c'est peut-être le premier qui touche de près la partie foot qu'on accueille dans la galaxie Ineos à ce niveau-là de reconnaissance et d'unanimité, hein, comme vous le disiez. C'est vraiment, je crois que les supporters parisiens disaient, on perd le seul dirigeant qu'on n'a jamais critiqué. Donc bon, dans un club aussi folklorique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, attendons un peu les détails, hein, de son action et de son influence sur l'OGC Nice, mais comme je le disais en préambule, venant du milieu du foot, on a du mal à imaginer qu'il n'ait pas un minimum d'influence sur les clubs de foot de la galaxie Ineos. Tant qu'il n'y a pas Manchester United dedans, on peut s'en féliciter. Après, on verra Ça vous pour fait la peur, suite ça, des hein? événements. Non, mais bon, on va arrêter on joue pas de finale, peut-être avant les huitièmes de finale de Conference League, on en entendra reparler, mais là, on est tranquille pour quelques semaines probablement. Blague à part, je vous propose de passer au mercato, chargé en rumeurs, pas tout à fait en mouvement officiel, même si ça ne devrait tarder. Le plus proche de se concrétiser, c'est probablement le nouveau départ de Kasper Dolberg. En tout cas, nouveau départ du club, hein, nouveau départ sportif. On attend de voir ça, parce que ça s'est quand même mal passé pour lui du côté de Séville. Un prêt rompu de façon anticipée dès le mercato d'hiver pour qu'il puisse rebondir à Hoffenheim. Probablement, le joueur est attendu pour sa visite médicale dans les jours qui arrivent, si ce n'est aujourd'hui. L'idée, c'est que le club allemand puisse récupérer le joueur pour son stage au Portugal le 3 janvier, donc ça devrait intervenir très rapidement. Dolberg a donné son accord, les deux clubs sont d'accord sur le principe, mais pas encore tout à fait sur certains détails. On imagine le montant de l'option d'achat et peut-être la prise en charge du salaire du Danois, mais en tout cas, il y a une volonté tripartite que ça aille au bout, et les positions d'après la presse allemande et notamment Bild se rapprochent, donc on devrait avoir la fumée blanche très rapidement sur le dossier Kasper Dolberg. C'est dommage, messieurs, que ça n'ait pas marché à Séville. On peut pas dire qu'on soit vraiment surpris quand tu galères à Nice, passer à un club de la, on va dire, de la stature au-dessus avec le FC Séville. Peu de chances que ça fonctionne. Là, Offenheim, c'est peut-être un championnat qui lui correspond mieux. Et puis, c'est un club qui le désirait déjà quand on le recrute de l'Ajax en 2019. Donc, peut-être qu'il va arriver dans un cocon un peu plus adapté, ou en tout cas qui le poussera à redevenir un joueur de foot. Bah, Ouais, je pense j'analyse, que vas-y, merci. vas-y, vas-y. Je pense que s'il réussit pas à Hoffenheim, ça va commencer à devenir compliqué pour lui. Parce que comme tu l'as dit, je pense aussi que c'est un championnat qui va mieux lui correspondre, dans le style de jeu. Je suis pas surpris qu'à Séville, malheureusement, ça se soit pas mal passé parce que c'est justement, comme tu l'as dit, un club d'une stature un peu plus élevée que la nôtre pour le moment et avec un style de jeu qui justement était peut-être pas celui auquel il adhère forcément. Donc bon, je pense que c'est encore une fois peut-être une autre chance pour lui, un autre prêt qui peut être bon pour lui, et je pense qu'il faut qu'il monte des choses sur ce prêt-là, sinon ça va commencer à devenir compliqué. Après, j'espère que ça se passera bien pour qu'il puisse, je sais pas si c'est un prêt avec option d'achat, mais qu'il puisse continuer, voilà, qu'il puisse continuer chez eux, parce que bon, moi personnellement, je comprends qu'on puisse encore compter sur lui, mais moi je ne compte absolument plus sur Kasper Dolberg, malheureusement. Il m'a bien trop déçu. J'espère quand même que ça se passera bien pour lui à Hoffenheim, et que justement il pourra retrouver un petit peu confiance, et qu'il pourra montrer enfin ce qu'il est censé savoir faire avec son potentiel, quoi. Ouais, c'est quand je regarde un petit peu les chiffres de son aventure à Séville, c'est 8 matchs, une passe décisive, 300 minutes de jouer. C'est vraiment pas énorme. Et c'est curieux parce que ça me fait penser à ce que disait Peter Bosz quand il l'avait à l'Ajax. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête à ce garçon. Il est un peu à part, il est un peu dans son monde. Et ouais, ça me fait de la peine parce que je pense que c'est un bon joueur, mais mais qui a un fonctionnement tellement particulier qu'il est imprévisible. Voilà, donc quand je me rappelle de sa première saison à l'OGC Nice avec 10 ballons, 10 ballons touchés par match, et il arrive à sortir une saison à 10 buts, je crois, 10 ou 11 buts, on se dit ok, bah, c'était les bonnes bases. Et puis au final, c'est parti totalement en cacahuète. Bon, on va pas ressortir toutes les frasques extra-sportives qu'il a eues, mais c'était compliqué. Je lui souhaite d'avoir un rebond dans sa carrière parce qu'il est encore jeune, il a que 25 ans. Mais là, par contre, 2 échecs coup sur coup, ça commence à faire beaucoup.
Ouais, ce serait compliqué. Puis, bon, ce serait compliqué pour l'OGC Nice de récupérer un joueur, qui sortirait de prêt avec, pas de levée d'option d'achat, sans parler, voilà, de la valeur marchande et de ce qu'on pourrait en faire pour la saison suivante. Mais bon, on verra et on souhaite évidemment à Casper toute la réussite possible pour lui comme pour, l'OGC Nice. Ça serait dans l'intérêt de tout le monde et de celui d'Hoffenheim, mais bon, ça nous intéresse vachement moins d'un coup. Mais voilà, la dénouement normalement du dossier dans les prochaines heures ou les tout prochains jours et ça libérerait, une place en attaque pour l'OGC Nice notamment, mais c'est peut-être pas la seule qui va se libérer parce qu'il y a un autre dossier, petit cadeau de Noël de Nice Matin du coup, qui évoque les envies de départ de Andy Delors. Alors, des envies de départ sur fond de, promesses non tenues, pas de revalorisation, salariale, tout ça. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en parler, n'étant pas, ni au cœur du dossier, ni, de toute façon, décideur et partie prenante. Mais, bon, en tout cas, un départ possible, que ce soit sous la forme d'un transfert ou sous la forme, d'un prêt, en fonction des opportunités du marché qu'aurait Andy Delors. Donc ça pourrait être en France, hein, on parle notamment de Rennes, de Lens, de Marseille, en Italie avec la Fiorentina et voilà, pas mal d'autres clubs, également, la Salernitana, il me semble. Club qui apparemment a des bonnes relations avec l'OGC Nice depuis le transfert de Flavius Daniliu, qui est le match amical avorté juste avant Noël. Voilà. Mais c'est un peu surprenant. Enfin, je vais commencer par donner mon avis. C'est un peu surprenant, même si on comprend ou pas les motivations derrière. Mais en pleine saison, être prêt à partir, même en prêt, où au final, ça ne changerait rien sur son salaire et ça ne ferait que repousser le problème de 4 ou 5 mois. Il y a également des destinations exotiques qui sont évoquées. Ce serait dommage, parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait en fin de carrière, Andy, même si on pense qu'il est à l'âge où il doit signer un dernier gros contrat. Celui à l'OGC Nice, c'est quand même pas dégueu non plus. Enfin, sans parler vraiment de gros sous, même si le sujet n'est pas tabou dans cette émission, mais en pleine saison, quel impact pour l'OGC Nice? Est-ce que on doit le laisser partir si c'est la volonté du joueur et c'est l'opportunité pour recruter un attaquant peut-être plus en phase avec les qualités souhaitées par Lucien Favre, hein, qui voulait un numéro 9 supplémentaire cet été, on le rappelle, ou est-ce que ce serait un peu une catastrophe et on va dire la fin des ambitions possibles de l'OGC Nice cette saison, de perdre probablement son meilleur attaquant? À la fin des ambitions, je pense pas. Maintenant, je Supposons trouve qu'on que en ait encore, hein, mais bon, ça on en ouais, parlera bon peut-être dans la déjà deuxième partie de l'émission. ouais, déjà, quand j'entends certains discours, les ambitions, c'est encore un concept flou pour moi. Mais par contre, je trouve curieux un petit peu, que ça sorte comme ça, moi, je pense qu'il est «victime» entre guillemets, parce qu'il a, je pense, un peu des torts aussi, mais je pense qu'il est «victime» entre guillemets de la restructuration du club. Il a peut-être eu des promesses via l'ancienne direction. Ça, c'est mon avis, hein. Il a peut-être eu des promesses via l'ancienne direction et quand Florent Ghisolfi, Fabrice Bocquet sont arrivés, ils lui ont peut-être dit que non, eux, ils avaient rien promis et que ça ne fonctionnait pas. Enfin, ça n'était plus valable. Il y a des anciens exemples comme ça. J'avais entendu parler hier soir au stade, justement, j'en discutais, de Olivier Chouafny et de Eric Roy, il me semble. Quand River est arrivé, toutes les promesses qui avaient été faites par le président Cohen, enfin, ça marchait plus, Oui, quoi. notamment pour Olivier Chouafny de reprendre le banc de l'OGC Nice. Ouais, le On a, banc et le centre de formation aussi, il y on a avait ça. vu, Donc, on a vu Johan Cardinal également hier, hein, où il n'y a même pas eu changement de direction, mais les promesses orales, ça n'engage jamais que ceux que qui y ceux qui y croient au croient, final, hein. c'est ça. Donc, je pense qu'il est un peu victime de ça. Après, je trouve vraiment curieux de vouloir partir à tout prix, selon les informations qu'on a, de vouloir à tout prix partir, là, franchement, s'il veut partir, bah, partir au mercato d'été. Il fait sa saison, il se donne aussi une chance d'avoir une proposition, peut-être plus alléchante que l'OGC Nice. Parce que là, partir tout de suite, avec ses 5 petits buts, et une période d'absence, plutôt importante, enfin franchement, ça me laisse perplexe et ce qui me laisse encore plus perplexe, c'est un avis personnel, c'est qu'on peut voir sur les réseaux beaucoup de personnes qui sont pas très contentes de son attitude, mais hier soir, il a été acclamé, quand il est rentré, à 10 minutes de la fin, donc je sais pas trop, enfin, c'est un peu bizarre. Bah, Apparemment Twitter, c'est Twitter, pas la c'est pas vraie la vraie vie, vie hein, peut-être. mais bon, tout simplement. Donc ouais, je suis perplexe par rapport à tout ça.
Bah, moi, un petit peu pareil. Je regrette beaucoup le timing de cette annonce-là parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais tranquille avec ce genre de dossier depuis quand même un certain temps. Ça commence à être un peu pénible. Je suis un peu dubitatif sur déjà le fait qu'il y ait une promesse et je trouve que ça fait quand même énormément de fois qu'on entend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de promesses de la part du club qui n'ont pas été, qui après n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas Tenu. été faites, hein, Ouais. ouais, qui n'ont pas été tenues. Ça fait beaucoup de fois qu'on entend ça de la part des entraîneurs, des joueurs, donc ça commence un petit peu à m'agacer parce que je trouve que c'est dommage. Après, d'un autre côté, voilà, il y a un changement de direction, il y a eu beaucoup de changements au sein du club. Après, on ne sait pas de la manière dont ça s'est passé. Ça se peut, Andy Delors a mal pris quelque chose, il y a eu un manque de communication à un certain moment donné, ce qui fait qu'on en est à cette situation-là. Je trouve quand même un petit peu dommage qu'on n'arrive pas à très bien gérer ce genre de situation-là et que ça sorte dans la presse comme ça. Donc d'un côté, voilà, c'est de ce côté-là le club, je trouve ça un peu dommage. Après, d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage aussi de la part d'Andy Delors de tout de suite vouloir partir. Je trouve ça un petit peu précipité, sachant quand même qu'il a une bonne stature dans le club, il est quand même apprécié des supporters. Je trouve ça un petit peu dommage de tout de suite dire ah ben je m'en vais parce que je suis pas content. C'est un peu rapide, un peu dommage, surtout en cours de saison comme ça. Après, par contre, je le comprends tout à fait qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue. Ben, je pense qu'on aurait tous été Oui, en tant que dans son salarié, cas. de Voilà, toute façon, voilà, on peut le on comprendre, n'aurait bien pas été sûr. content. On n'aurait pas été content. Ça, c'est une certitude. Donc, je le comprends. Il y a un peu des torts, je trouve, des deux côtés. Et je trouve que la situation, elle est un peu dommage des deux côtés. Ça aurait pu être mieux géré. Après, par contre, sur d'un point de vue de l'effectif et du mercato, je pense que s'il a envie de partir, il faut pas le retenir. Ça, comment dire, garder un joueur qui a envie de partir, ça t'apporte que des mauvaises choses parce qu'il va pas être performant, ça va pas t'apporter du bon dans le Il va partir vestiaire. au Donc bras de fer, on l'a déjà vu avec ses anciens voilà, clubs, donc c'est c'est ça. compliqué, quoi. Donc moi je pense que s'il veut partir, bah, et qu'il n'y a plus de retour en arrière, ben, ce serait très dommage parce que moi, c'est un attaquant que j'ai énormément apprécié sur son passage à Nice, qui nous a clairement qualifié l'année dernière avec Griffin Thuram et Jean-Claire Todibo pour la Coupe d'Europe. Donc ce serait dommage que ça se termine comme ça. Après, s'il veut partir, pour moi, faut pas le retenir. Bon, un chantier nouveau qui s'ouvre, qui était peut-être pas, tout à fait, attendu, hein, mais il y en a de nombreux. On terminera notre page mercato là-dessus, hein, sur ce qu'on attend, en tout cas, ce qu'on peut attendre de ce mercato, d'hiver qui, se complexifie, petit à petit qu'il approche. Mais voilà, Andy Delors, à voir s'il reçoit les propositions, on va dire d'une stature supérieure à celle, dont il dispose à l'OGC Nice, aujourd'hui, parce que c'est pas forcément, gagné. En tout cas, l'OGC Nice a très, très peu, goûté, la sortie, dans la presse, bon probablement, commandée par ses agents, hein, il y a pas trop de doute là-dessus et très clairement, la position du club, c'est pas de retenir le joueur à tout prix après ce genre de coup et après voilà, ces velléités de départ. Encore faut-il le remplacer, mais bon ça on y viendra, plus tard. Continuons à parler de départ. On parle notamment, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale, de départ potentiel de Pablo Rosario et de Robson Bambou. Alors Robson Bambou, peut-être qu'en écoutant cette émission, vous vous rappelez l'existence de ce joueur et qu'il est toujours sous contrat avec l'OGC Nice. Mais oui, effectivement, il termine son prêt de l'année civile 2022 du côté des Corinthians. Un prêt qui a été pas génial, je crois, une douzaine d'apparitions pour au final pas de levée de l'option d'achat. C'est du côté de Vasco de Gama que ça pourrait se faire pour un nouveau prêt avec option d'achat pour l'année civile 2023, toujours au Brésil. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire sur sa situation contractuelle. Je crois qu'il est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2025. Donc, on disait de Casper Dolberg, mais pour Robson Bambou, voilà, hein, si jamais il n'arrive pas à se relancer encore une année de plus, ça va devenir très compliqué de ne pas se le traîner jusqu'au bout de son contrat. J'imagine en plus qu'il a un salaire qui n'est pas forcément dans les grilles salariales brésiliennes, donc un épineux problème pour le futur Thiago Silva qu'on a payé 8 millions d'euros, je le rappelle quand même. On paye encore ce dossier pas mal d'années après. L'entraîneur de Vasco de Gama a déclaré à la presse qu'il était confiant à l'idée de lui permettre de retrouver son football. Bon courage, monsieur. En tout cas, tous les héros ne portent pas de cap. Un petit mot sur Robson Bambou, rapidement, parce qu'on a peut-être des choses plus intéressantes à évoquer. Bah, je l'avais oublié, moi. Voilà, très bien. Je l'avais oublié. Je viens de voir ces chiffres qu'il a joué 12 matchs avec les Corinthians. Très bien, je suis content. Même pas comme titulaire d'ailleurs, la plupart, hein, très peu de titularisation dans les 12 matchs, donc voilà, vraiment pas Donc, une réussite.
Donc ouais, non, je l'ai complètement oublié. Heureusement que tu l'as évoqué en off parce que voilà. Ouais, 12 matchs et ouais, comme tu l'as dit, pas beaucoup de minutes jouées. Je pensais honnêtement qu'en ayant un prêt comme ça au Brésil, il pourrait se relancer parce qu'il allait dans de bonnes conditions et qu'il allait pouvoir justement se remettre en confiance parce qu'il avait l'air de pas trop s'être adapté au football européen. Il s'avère que non. Donc Il s'est pas adapté au football en fait, c'est ça. Ouais, non. Bah, je sais pas trop quoi dire parce que c'est vrai que c'est un joueur qui avait pas énormément joué, même avant qu'il arrive à Nice. Il y a eu beaucoup d'espoir fondé en lui alors qu'il y a pas beaucoup de matchs joués. Là, il rejoue pas beaucoup. Ouais, c'est compliqué. Donc, je sais pas trop. Espérons que ça se passe mieux pour lui à Vasco de Gama. Mais je crois que ce sera aussi sur l'année civile. Mais du coup, ça sera important pour lui de se relancer là-bas parce que oui, on l'a jusqu'au 30 juin 2025, son contrat, t'avais raison. Mais ouais, ça va être. J'espère pour lui en tout cas et pour nous qu'il puisse se relancer là-bas. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ouais, non, non, mais il y a pas grand-chose à dire de plus. Passons à un dossier peut-être plus intéressant, c'est Pablo Rosario, qui était déjà sur le départ, l'été dernier, hein. L'idée, c'est de peut-être faire une place au milieu de terrain, en tout cas, pour qu'on puisse recruter, un milieu de terrain, plus adapté, encore une fois, aux volontés de jeu de Lucien Favre. On en parle du côté de l'Espagne, notamment avec, l'Espagnol Barcelone. Je crois qu'on a parlé aussi, du côté de la Sampdoria à Gênes en Série A. C'est compliqué pour ces clubs qui sont des clubs quand même de deuxième partie de tableau avec les finances qui vont avec, de payer soit un transfert, soit le salaire, soit même les deux. Donc c'est pas très évident niveau porte de sortie. Je pense que son agent lui cherche à tout prix quelque chose. Je suis un peu partagé sur ce dossier-là. C'est vrai que c'est peut-être le milieu le moins compatible avec ce que veut développer Lucien Favre comme jeu au milieu de terrain, mais à la fois, il s'est quand même très très bien adapté à son nouveau poste de troisième défenseur central. Il est droitier, même s'il a joué à gauche. Donc du coup, on a la possibilité d'avoir à moindre frais une doublure à droite en le conservant. Est-ce qu'au final, garder Pablo Rosario, ça ne serait pas une solution, certes, un peu à bas coût et pas très ambitieuse au poste de défenseur central, mais à la fois au mercato d'hiver avec la difficulté de changer tout ton effectif, ce serait pas une solution pragmatique pour tout le monde. Lui aurait un peu de temps de jeu. Nous, on n'aurait pas besoin de recruter un joueur de plus et on pourrait se concentrer sur quelques postes clés. En tout cas, moi, je le vois ainsi. Après, s'il part, j'ai toute confiance dans notre état-major pour le remplacer. Mais c'est pas forcément le premier que je ferais partir s'il fallait dégraisser l'effectif. Ouais, pour moi, il doit rester. Bon, surtout qu'on va y venir, mais pour moi, ça a été un très bon point hier soir. Encore une fois, il fait un très bon match en défense. Ça va faire plaisir à Pancho, mais je suis d'accord avec lui Il avait vu ça sur avant ce tout le monde, hein, point-là. n'empêche, hein. Ouais. Non, non, Ouais, mais je excellent suis staff, d'accord avec. Pancho, là. Excellent Je, staff. suis je suis d'accord avec lui sur ce point-là que Rosario à chaque fois a fait de très bonnes prestations en défense et justement, ça serait une bonne solution. Au moins pour cette saison, de le garder à ce poste-là, si lui aussi a envie, mais je pense que tant qu'il joue, il va être content. Mais je pense que oui, il faut qu'il reste, et surtout, bon, s'il y a un départ, ok, peut-être cet été, mais ça serait dommage pour moi de le voir partir cet hiver, au vu de sa polyvalence, de ce qu'il peut quand même encore nous apporter, même si au milieu de terrain ça reste compliqué. Voilà, en défense c'est quand même très bien ce qu'il fait, donc moi je le garderai, surtout que normalement on sait que Mats Beck Sorensen va partir, donc on aurait cette solution en défense et on n'aurait pas besoin de recruter au mercato hivernal. Donc comme tu l'as dit, on pourrait se concentrer sur d'autres postes beaucoup plus prioritaires. On l'a encore vu hier soir. Donc non, non, pour moi, il doit rester en tout cas s'il le souhaite. Hein, il faut aussi prendre ça en compte. Il doit rester au moins jusqu'à la fin de la saison. Alric, au-delà de la question sportive qu'on va peut-être évoquer en parlant du match, hein, où il s'est effectivement illustré assez positivement, comme le disait Jérémy, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de rajouter un dossier au mercato? Tu as déjà toutes les sorties à gérer, on en a parlé d'un certain nombre, et puis après, voilà, effectivement, il y a toute l'arrivée des recrues Yen Moody, que ce soit Bech Sorensen, Aaron Ramsey, peut-être Joe Bryan, où la question risque de se poser si on recrute un latéral gauche, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire, bah, en plus de ça, tu vas faire partir un joueur qui, bon, n'a peut-être pas un avenir sur plusieurs années à l'OGC Nice, mais en attendant aujourd'hui
te sert bien pour rajouter une recrue en plus d'un latéral gauche, en plus d'un milieu de terrain, si jamais tu libères par exemple Aaron Ramsey, qui, on rappelle, est toujours pas revenu de Tu fais bien de le dire, ses j'allais y venir. vacances au Qatar. Tu vas rajouter peut-être un numéro 9 s'il y a le départ de Andy Delors, un ailier probablement qu'on n'a pas eu cet été. Est-ce que c'est pas, voilà, encore une fois, est-ce que c'est pas pertinent de se dire, bon, bah, Pablo Rosario, c'est peut-être pas le joueur idéal pour Lucien Favre, mais en attendant, aujourd'hui, il te rend bien des services. Évitons peut-être de rajouter le besoin d'une 5e ou 6e recrue dans un mercato où déjà, si tu en fais 2 ou 3, tu peux t'estimer content. Eh bien, peut-être que, alors pour répondre à la question, non, on peut pas se le permettre là tout de suite. Il y a d'autres dossiers beaucoup plus importants. Après, peut-être que Pablo Rosario va se révéler dans cette deuxième partie de saison, enfin fin de première et ensuite seconde partie, comme étant un joueur beaucoup plus à l'aise euh, en défense centrale. Ça fait quelques matchs qu'il le fait, il le fait bien. Peut-être que c'est un nouveau poste qui est fait pour lui. Donc c'est une bonne chose. Moi, je le vois un petit peu comme un type de joueur, tu sais, le joueur de club qui est pas le plus beau, le plus important, mais qui peut faire toujours du bien lorsqu'il est à l'aise dans ses chaussures. Après, quand je regarde un petit peu, ça vaut ce que ça vaut, mais les épisodes des Awards, il a l'air souriant, il a l'air content, il a l'air d'être bien intégré. Ce serait un peu dommage de s'en débarrasser comme ça. Après, oui, tu l'as évoqué très vite, mais par exemple, avec le non-retour d'un joueur comme Aaron Ramsey, tu as un dossier au milieu de terrain qu'il va falloir vite, enfin, qu'il faut compenser, quoi, si le monsieur ne revient pas. Donc, je pense pas que ça soit utile de se débarrasser de Rosario tout de suite. On n'aurait pas de problème de latéral gauche, pas de problème d'ailier, pas de problème d'avant-centre. Je te Ce serait dirais, le bon, seul dossier, on dirait, pourquoi pas, ça peut toujours voilà, pourquoi améliorer pas, l'effectif. mais clairement, aujourd'hui, il faut trouver de l'aide pour Melvin Barr, par exemple, et laisser Rosario tranquille. Bon, on a fait à peu près le tour des infos mercato. Voilà, hein. Bon, il y a Aaron Ramsey qui est toujours susceptible de partir, enfin, de ne pas revenir, plus exactement. Les dossiers, hein, Bell Sorensen, Joe Bryan, enfin voilà, tous ces joueurs qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément d'avenir de toute façon contractuel au club sont susceptibles de partir. Mais bon, comme je le disais, c'est aussi ajouter des problèmes et des dossiers à gérer, mine de rien. Il y en a beaucoup, hein. Il y a également une rumeur du côté, enfin, outre-Manche, qui parlerait d'un intérêt de Newcastle pour Kefren Turam, même si la piste de l'ancien monégasque Juri Tillmans semble plutôt tenir la corde. Mais bon, à tout moment, Newcastle peut dégainer un gros 30 millions, ce qui va à nouveau créer un dossier au milieu de terrain. Mais voilà, moi, pour terminer notre page mercato, hein, parce qu'on a déjà fait la moitié de l'émission dessus, mais pour terminer cette page mercato, ce qui m'inquiète, c'est que d'un mercato qui devait être un marché d'ajustement, bon, déjà au mois de janvier, tu refais rarement ton effectif, hein, vu les possibilités qu'il y a. Tu avais peut-être 2-3 postes maximum qui étaient ciblés, et ben là, en fait, tu es en train de voir apparaître 150 autres pistes, et tu te dis que si les départs, que ce soit de Rosario, de Delors, de Thuram, de Ramsey, se confirment, peut-être de Betch Sorensen, tout ça, bah, en fait, tu te retrouves à devoir recruter 5 ou 6 joueurs. Donc il y en a, ça sera peut-être un peu plus facile. Au milieu de terrain, tu peux décider de donner un peu plus de temps de jeu à Alexis Beka. Donc si tu n'en as qu'un seul qui part, eh ben, tu n'es pas nécessairement obligé de recruter. Mais bon, si tu as Ramsey et Rosario qui partent, si Mario Lemina a de nouveau des intérêts évoqués par ailleurs, comme l'été dernier, ben, quelle va être sa position aussi. Enfin, voilà, t'as beaucoup de. Moi, je trouve que tu es en train de te lancer dans une aventure qui a pas du tout la même dimension et les mêmes implications que ce qui était prévu à la base. Un peu comme l'été dernier où, initialement, Lucien Favre, il voulait 4-5 joueurs maximum et en fait, tu te retrouves à faire 10 départs, 10 arrivées et quelque chose qui, du coup, n'a aucune cohérence. Sauf que là, bah, tu peux pas trop te le permettre parce que si tu ne cibles pas très précisément les joueurs qui peuvent t'apporter quelque chose tout de suite, tu dis adieu à tes ambitions pour cette saison. Ouais, c'est curieux parce que encore une fois, on va parler un petit peu du match après, mais et de certains et de discours. Mais enfin, franchement, là, le fait que cette restructuration du club en interne soit arrivée tardivement, elle induit des choses qui sont curieuses dans la gestion. Et aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur une année de. Attention, je vais le dire, hein, je vais le dire. Mais pour moi, c'est encore une espèce d'année de transition
Parce que, bah oui, non, mais parce que au final, bon, bah, finissez le plus haut possible, hein, faites comme vous pouvez, on verra, ça se passera bien. Déclaration de Florent Ghisolfi à Canal avant le match. Voilà. Et puis bon, il y a des dossiers qui n'étaient pas prévus, qui pointent le bout de leur nez. Il y a on se pose plein de questions. Non, c'est curieux, franchement, c'est curieux. Surtout que là, cette année, tu joues une Coupe d'Europe, donc ce serait bien d'avoir un peu de stabilité. Mais bon, l'OGC Nice ne fait définitivement pas des choses comme les autres. Donc j'ai l'impression que tous les supporters disent ça de leur club. Mais Non, nous, non, niveau instabilité, on est quand même très très fort ces derniers mois et ces dernières années. Hein. ouais, voilà, c'est vraiment très curieux. Et en plus, de toute façon, connaissant notre club, connaissant nos dirigeants, je ne vois pas dégainer 6 arrivées d'un coup, en plus des arrivées de poids, parce que c'est pas le tout d'avoir des arrivées, mais si c'est pour reprendre Jordan à ma vie, ça sert à rien, quoi. Mm. Donc ouais, je suis perplexe par rapport à tout ça. J'aimerais bien un peu plus d'éclaircissement. Et c'est ce que je reproche parfois un petit peu au club, c'est que ça manque de communication et on nage dans un brouillard de plus en plus épais, j'ai l'impression. Bon, brouillard qui va peut-être se dissiper là dans les tout prochains jours. On rappelle, dans 48 heures, le mercato d'hiver commence. Donc, du coup, on serait peut-être surpris d'avoir une recrue immédiate, mais ça devrait forcément s'accélérer après au niveau mouvement. Les joueurs, les mondialistes rentrent de vacances petit à petit. Les clubs n'ont pas tous repris dans les autres championnats, mais ça va se faire. Donc, ça devrait se décoincer, je pense, dans la première quinzaine du mois de janvier. Et après, pour les départs, ça risque d'arriver encore plus rapidement, on le disait, hein, avec notamment Casper Dolberg. Jérémy, pour conclure sur le mercato, si tu devais faire on va dire un pronostic, si tu devais sortir ta boule de cristal, est-ce que pour toi, on va tenter, Florent Ghisolfi va se lancer dans une nouvelle lessive de l'effectif, quitte à ce que ça soit un peu dangereux, ou en tout cas à mettre en péril les rares chances qu'on a encore de briller dans cette saison. Bon, après, il peut tout à fait réussir son pari s'il est aussi compétent qu'on l'espère. Ou alors, est-ce que pour toi, il faut accepter que certains dossiers qu'on a évoqués, on les repousse à l'été prochain et se concentrer vraiment sur, on va dire, les deux postes, un joueur offensif et un latéral gauche qui nous manquent vraiment de façon vitale. Et puis, si on réussit ça, c'est déjà bien. Pour moi, il faut essayer de se renforcer tout en essayant de gagner du temps sur le mercato d'été. Donc pour moi, je pense que il y a certains départs qui vont être actés et il faut que ces départs soient actés dès ce mercato d'hiver. On a les deux joueurs en prêt, Joe Barrian et Sorensen. Je pense qu'ils vont quitter le club et il faut que ce soit fait maintenant, pas attendre cet été, parce que comme pour eux comme pour nous, c'est pas une bonne chose. Après, j'espère qu'il y aura pas justement trop de changements non plus. Sur l'effectif, à part sur des joueurs qui voilà, n'ont quasiment pas tant de jeu, ou alors qui ne jouent absolument pas avec les pros, hein. Il y a aussi Lucas Dacunia et Morgan Schneiderlin qui sont toujours C'est là, ça? et il faut s'occuper de ces dossiers-là. Après, justement, j'espère qu'on va pouvoir se concentrer, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'arrivées pour se concentrer sur les arrivées qui sont nécessaires, donc au moins un latéral et ensuite un attaquant polyvalent pour moi. J'espère que ce sera les deux recrues et qu'elles seront bien intégrées et que ce sont des joueurs qui seront vraiment choisis, enfin que ce ne sera pas des panic buy et que ce sera vraiment des joueurs qui auront été érigés en tant que priorité. Donc voilà, j'espère qu'on va un peu se renforcer, mais j'ai quand même envie qu'il y ait une certaine stabilité parce qu'il y a quand même beaucoup de bons joueurs et j'aimerais quand même qu'on construise une équipe autour d'eux. Ouais, surtout que tu risques déjà d'avoir de nombreux départs l'été prochain. On pense à Nicolas Pepe, hein, qui est prêté sans option d'achat, même si on ne sait jamais ce qui peut advenir après. Mais voilà, tu as de toute façon des joueurs devant. Andy Delors menacé, enfin son avenir menacé à court terme aussi. Enfin, tu vas avoir un immense chantier, donc l'anticiper, pourquoi pas. Encore faut-il trouver trouver les joueurs adéquats, et ça, c'est quand même vachement moins simple, surtout Et puis tu encore as une des fois joueurs au mercato d'hiver. t'as des joueurs que tu as recrutés l'été dernier, enfin cet été, quoi, et que tu vois pas. Je pense à Alexis Beka par exemple. Si on, par exemple, il y a encore une arrivée au milieu ou un truc comme ça, mais ça va boucher le parcours de certains joueurs. Et moi, la gestion de certains joueurs me laisse perplexe. Et j'aimerais bien que tout ça s'éclaircisse, que les postes les plus importants où il y a du manque soient, comme le disait Jérémy, soient comblés. Et puis c'est tout, quoi. Parce qu'on on a empilé beaucoup de joueurs au mercato d'été dernier. On remercie Yann Moody aussi pour sa participation foireuse.
Donc j'espère que là, c'est le début d'une vraie restructuration, tant en interne que sportive aussi. Passons au terrain, messieurs. On va laisser le mercato et les coulisses aux gens plus compétents sur la question, en tout cas qui ont une quelconque influence là-dessus, en leur faisant confiance, en espérant que ça se débloque rapidement dans les prochaines semaines pour qu'on puisse un peu vibrer sur la deuxième partie de saison. Parce que vibrer, on peut pas dire que ça a été le cas hier soir à l'Alliance Riviera. Match nul 0-0. Alors, on va pas cracher dans la soupe. Tu fais un match nul 0-0 face au deuxième de Ligue 1. Tu as montré un beau visage, notamment, surtout en deuxième période. Alors oui, on n'a pas gommé nos défauts d'efficacité offensive du jour au lendemain, mais on poursuit notre série d'invincibilité également. Ça se matérialise pas trop au classement, malheureusement, mais s'il fallait donner une impression générale avant de rentrer dans le détail, moi, j'ai trouvé un OGC Nice plutôt cohérent, plutôt solide face à un adversaire qui était peut-être pas à prendre à la légère. Bien sûr, il y a de la marge d'amélioration, mais globalement, c'est positif. On a vu des choses intéressantes et de toute façon, pour les choses moins intéressantes qu'on va critiquer, eh ben, la réponse, c'est le mercato d'hiver, messieurs, n'est-ce pas? Ouais. Vas-y, Jérémy. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est un match qui m'a quand même frustré sur beaucoup de points. Et après, il y a quand même des points positifs comme je l'ai dit en préambule. Mais mon problème, c'est en fait, tout simplement, on ressort de ce match-là avec seulement un point et que ben, on a besoin de prendre plus de points que ça parce on prend encore du retard sur les équipes qu'on doit concurrencer, qui ont quasiment toutes gagné à part Rennes. Donc c'est plutôt dans l'ensemble un bon match. Je trouve qu'on a été plus solide défensivement avec cette défense à 3. Mais offensivement, il y a encore énormément de mauvais choix qui sont faits. À chaque fois, en fait, qu'on est dans la surface ou qu'on est devant les buts adverses, je trouve qu'on fait toujours le plus mauvais choix en fait. Et si on gommait à chaque fois au moins la moitié de ces mauvais choix, je pense que qu'on aurait largement gagné le match parce que j'ai trouvé que justement Lens avait fait plutôt une bonne première mi-temps, mais c'était pas non plus une équipe. Enfin, j'ai trouvé ils revenaient aussi de cette trêve et ils étaient pas en jambes comme ils l'étaient avant la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils étaient prenables, honnêtement. Donc c'est pour ça que je suis un peu frustré. On a eu les occasions pour remporter le match et encore une fois, on l'a pas fait. On a quand même vraiment beaucoup trop de déchets devant les buts. Après, on a beaucoup de points positifs. Je suis quand même très content du match de Nicolas Pepe, même s'il a eu pas mal de déchets devant les buts. Il fait un super match dans l'engagement. Beaucoup d'occasions et de situations dangereuses passent par lui, donc il a fait un peu ce qu'on attend de lui au final. Aussi Hicham Boudaoui qui a fait un super match. Je crois il a couru 13 km hier. Il a fait vraiment un très très bon match. Il a apporté offensivement. Il a fait un nombre de retours défensifs incalculable, donc très très important. Et après moi mon point en fait où à la fois je suis content et à la fois moins content, c'est cette défense à 3 où je trouve que justement ça nous a apporté de la stabilité et où nos trois défenseurs ont fait un très bon match. Mais d'un autre côté, je suis pas super d'accord sur le fait de jouer à 3 ou à 5 derrière au vu de l'effectif qu'on a actuellement. Parce que pour moi, tu mets pas Kefren Turam et Hicham Boudaoui dans les meilleures conditions au milieu de terrain. Je pense qu'ils sont tous les deux meilleurs dans un milieu à 3. Et ensuite, tu mets Melvin Barr et Jordan Lotomba dans des rôles de piston où je pense qu'ils sont pas forcément super à l'aise. Je pense qu'ils sont quand même plus à l'aise dans une défense à 4. Donc c'est un peu à double tranchant cette histoire de défense à 3. Donc voilà, en tout cas, c'est un match où on a quand même vu de meilleures choses dans le contenu, mais il y a toujours des choses qui sont quand même très très compliquées, notamment la finition devant les buts qui commence quand même à être très inquiétante. Alric, ben, parlons de ce choix de défense à 3. Alors, Lucien Favre l'explique à la fois ben, par le système tactique adopté par Lens en face, mais également par les forces en présence. Tu n'as pas Mario Lemina, enfin, qui n'était pas disponible pour être titulaire en tout cas, donc difficile d'opter pour un milieu à 3 sans ton numéro 6 vedette, hein, si tu pars du principe que tu ne veux plus aligner Pablo Rosario à ce poste-là. Ça peut également un peu soulager Melvin Barr et Jordan Lotomba de certaines tâches défensives, surtout si tu ne leur fais pas confiance pour être bon dans ce registre-là. Encore que bon, pour Jordan Lotomba, il y a des choses positives à dire sur sa performance d'hier soir. Est-ce que Ouais. ce choix de système sur le papier, on avait du mal à comprendre après avoir fait une préparation et une série de bons matchs à 4 derrière, c'est pas imposé aussi par
la réalité de l'effectif et des joueurs disponibles hier? Je sais pas trop, moi, le système quand je l'ai vu, je me suis dit: «Bon, c'est plus curieux». Après j'ai vu que je me suis rappelé que Viti était pas sur la feuille de match donc forcément, il a, il a peut-être voulu, renforcer avec Rosario. Enfin, c'est bizarre. Moi, les schémas, j'ai toujours un peu de mal à les analyser. Par contre, ce que je peux constater, c'est que je parlais, le match de Barclay, par exemple, était plutôt intéressant au début, même si après il a eu plus de mal parce qu'il fallait aller sur le côté, il fallait faire beaucoup d'efforts sur le côté. Quand il jouait un petit peu dans ce rôle de presque milieu de terrain, faux neuf, c'était un peu bizarre, mais il était pas mal. Voilà, le schéma, j'ai pas grand chose à en dire. Il est ce qu'il est. Bon, on a eu beaucoup de mal au début parce que Lucien Favre le disait, des joueurs comme Sotoka et un autre qu'il a cité, je sais plus, étaient très Seko forts dans Fofana, la. il me semble. J'ai pas entendu. Seko Fofana, a priori, qui a quand même marché sur le milieu de terrain Oui, niçois oui, hier. était très fort dans le fait de partir vite en contre-attaque, de se démarquer dans la démarcation, hein, c'est ça. Et on avait beaucoup de mal. Enfin, après notre belle entame de match et cette occasion de Nicolas Pepe, il y a eu un renversement et Lens a commencé à jouer à la balle de manière trop simple dans notre défense. C'est là où je me suis dit, s'il marque, c'est compliqué. Ce qui a été fort par contre, c'est que bah, tactiquement, on a su se ressaisir et peut-être aussi dû à une baisse physique de Lens, la tendance s'est inversée. Donc le match nul, il est, je pense, logique dans le sens où chaque équipe a eu ses temps forts. Maintenant, bon, je vais pas dire que c'était catastrophique parce que la nuit a porté conseil et à froid, il y a du positif à tirer. Je pense que Gaëtan Laborde a fait un match très correct. Nicolas Pepe, même s'il a beaucoup de déchets, il a aussi beaucoup tenté, hein, C'est le plus dangereux, du coup, voilà, côté c'est niçois. le plus dangereux. Par contre, même Barkley, comme je le disais, c'est un peu en dents de scie, mais il y a du mieux. Je regrette quand même que sa grosse occasion, elle finisse pas au fond. Même Lucien Favre dit il y a encore beaucoup de travail. C'est justement ça aussi que je voulais dire, c'est que il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe, dans les choix. Mais ça, Lucien Favre l'a clairement dit en conférence de presse hier soir, et c'est ce qui m'a rendu le plus fou. Il y a des passes à 2 mètres parfois qui sont ratées. On lève pas la tête suffisamment tôt, on prend pas les informations. Dans les courses, c'est parfois n'importe quoi. Voilà, c'est très curieux de voir ces erreurs techniques avec les joueurs que tu as sur le terrain. Un gros plus pour Hicham Boudaoui. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé moyen plus. Mais là, par contre, hier soir, il a été impressionnant. Et je suis toujours autant surpris de voir, de par son physique assez gringalé, comme il se dépense, c'est impressionnant. Par contre, oui, voilà, il lui manque, je pense, encore un peu de finition, un peu de justesse devant les cages, mais je pense qu'il paye aussi sa dépense d'énergie qui est sans. C'est ce que disait Lucien Favre, hein, en conférence de presse, d'après-match que, bon, déjà il apprécie fortement, Hicham Boudaoui, hein, c'est un homme de goût visiblement, mais qu'en fait, il y a encore un peu à travailler sur la dernière passe et sur la finition, mais que ça commence à venir, pour mettre, peut-être tout le monde d'accord. Est-ce que, Hicham Boudaoui, c'est l'homme du match côté niçois hier soir pour vous? Ouais. Oui. OK, très bien. Bon, bah, même pas de débat, Ouais, et surtout, l'unanimité. je pense qu'on parlait souvent avant la Coupe du Monde de la difficulté de citer des joueurs qui étaient indispensables. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui sont indispensables. Ouais, et au milieu de terrain, dans un poste axial cette fois et pas, à son poste d'ailier droit où il nous a malgré tout Mais de toute rendu façon, de fiers services. il est super polyvalent. Donc, il peut presque jouer partout. Il y aura toujours un motif de satisfaction par rapport à lui. Après, voilà, une petite déception par rapport à Kefren Turam qui, par petite séquence, a mené ses accélérations, mais je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant. Et surtout, il y a quelque chose que je voudrais dire. Je l'ai déjà dit et je le redirai à chaque fois. Il n'y a personne qui frappe dans cette équipe. Il n'y a personne qui tire de loin. Personne. Le nombre de fois où on est en phase de position, handball, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et au moment donné, il y en a un qui va faire une passe à 15 mètres en arrière, ça me rend dingue. Il n'y a personne qui tire. Personne qui tire. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu les situations pour marquer des buts, mais le problème, c'est que on prend tellement pas de risques
parce qu'on veut rentrer dans la cage avec le ballon, que qu'on n'arrivera jamais. Je regarde un peu les statistiques, on a 15 buts marqués pour 17 encaissés et on est la 16e équipe à domicile. Il faut que ça change si on a des ambitions, parce que ce lance-là hier, c'était pas le plus grand lance qu'on a vu depuis le début de la saison. C'est un lance qui aurait dû avoir au moins un ou deux joueurs sortis parce que le nombre de fautes grossières qui ont été pas sanctionnées, enfin, ça m'a rendu fou. Donc je trouve dommage qu'on ait encore ce manque de maturité pour profiter des moments forts qu'on a eu hier soir. Une autre satisfaction peut-être, si c'est pas, Hicham Boudaoui, l'homme du match pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, c'est peut-être Jordan Lotomba qui, pour une fois à droite, a fait un excellent match. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment, il a essayé d'être influent sur les offensives, sur la construction collective. Alors bon, la qualité de centre, ça ne viendra pas comme par magie, là dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais en tout cas, un match des plus cohérents pour Jordan Lotomba. On a en fait presque pas regretté l'absence de Youssef Attal sur cette rencontre-là. On espère que ça va continuer, mais c'est peut-être en fait finalement la saison où c'est le plus abouti pour Jordan Lotomba peut-être, parce qu'on avait l'habitude qu'il fasse que un ou deux très bons matchs par saison. Là, je pense qu'on peut déjà en citer 2, 3, 4 peut-être. Donc, pareil, est-ce que du coup, ça veut dire qu'on peut se passer du recrutement d'un latéral droit au mercato d'hiver et s'enlever un dossier supplémentaire si Jordan Lotomba d'aventure est capable de continuer à ce niveau-là? Ouais, moi j'ai été très content de son match hier soir. J'ai trouvé qu'enfin il y avait du progrès et surtout, ce qui me frustrait énormément chez ce joueur, c'est qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'il jouait avec le frein à main en fait. Il osait pas monter, il osait pas faire plus que justement les bases. Et là, du coup, il était plus, justement, je trouve qu'il a plus osé monter. Il a dédoublé avec Nicolas Pepe. Défensivement, il a été, je trouve, rarement en difficulté. Donc non, non, c'était un de ses meilleurs matchs, je pense, à Nice. Donc enfin du progrès et enfin, je pense, un peu de confiance en lui. Ça m'a fait quand même très plaisir parce que justement, mais enfin, il progresse. Bon, il reste là les centres qui étaient un petit peu compliqués. Après, je pense que peut-être comment dire, il se dit que maintenant c'est sa chance. Le fait de pas être allé à la Coupe du Monde, ça l'a peut-être un petit peu pas bougé, mais peut-être que ça lui a fait un petit comment dire, un petit plus, quelque chose en plus. Donc peut-être ça va lui apporter. À voir si ça se concrétise. Après sur la question du mercato, je pense que jusqu'à la fin de la saison, Jordan Lotomba est là. On a Youssef Attal qui pourra jouer quelques matchs et on a aussi Antoine Mendy. Donc je pense que c'est un dossier qu'on peut reporter au mercato d'été si changement il y a. Et après, pour moi, la priorité, c'est vraiment un latéral gauche. Donc pour moi, latéral droit, c'est pas forcément la première priorité, c'est plutôt à gauche que je recruterai. Et Bah, après, juste, je voulais garde la rajouter un. main justement après sur la performance de Melvin Barr, tant qu'on en a parlé des latéraux. Bah, c'était un peu compliqué, j'ai trouvé. Je pense il est pas du tout à l'aise en piston. Je pense qu'il est quand même plus à l'aise dans une défense à 4. J'ai l'impression qu'il avait un peu de mal un peu plus de mal à se placer parce qu'il y a pas mal de fois où je l'ai vu, il était, comment dire, il montait, puis en fait, il se faisait un peu prendre dans son dos parce qu'il savait pas trop où se placer, j'avais l'impression. Il revenait beaucoup défendre en retard en fait. Donc du coup, je pense qu'il n'est pas forcément à l'aise dans cette configuration-là. C'est pour ça que je disais que cette défense à 3, c'est pas forcément bon pour lui. Donc voilà, c'était quand même bien plus compliqué que Jordan Lotomba. Donc j'espère qu'il aura qu'on va recruter un latéral gauche pour déjà pour l'aider parce que je trouve il a toujours été un peu seul un peu seul à gauche c'est depuis qu'il est à Nice, donc il n'a pas forcément de quoi avoir de la concurrence ou de quoi progresser. Mais voilà, donc j'espère pour lui que ça ira mieux et surtout que, enfin, voilà, dans ses défenses à 5, c'est pas pour lui, je pense. Et j'aimerais juste rajouter, c'est vrai qu'on a parlé de Hicham Boudaoui et il y a un point, moi, que je trouve, c'est que depuis cette année, il a l'air d'être un peu plus, de prendre les choses à son compte, en fait, de prendre un peu plus de responsabilité. J'ai l'impression qu'il a plus ce côté de dire je suis là depuis quelques saisons, donc je m'impose un peu plus, parce qu'il avait toujours cette image
du garçon un petit peu timide et qui osait pas trop. Là, je trouve que justement, on le voit plus dans les matchs, il prend un peu plus le jeu à son compte, il ose un peu plus. Donc je pense qu'il gagne aussi en maturité et pas que sur le terrain, donc ça me fait très plaisir. Ouais, tout pareil. Bon, bref, mais mais concis. Alric, je te propose de garder la main. On va entrer dans la dernière partie de notre émission. Peut-être parler un peu des avant-postes, parce qu'au final, c'est ce qui a été la plus grande déception de la soirée, hein, puisque on sait que cet OGC Nice-là, et on en a un peu parlé par l'intermédiaire de Nicolas Pepe ou de Gaëtan Laborde, a du mal à marquer, hein, une des plus mauvaises, si ce n'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1. Ça s'est encore confirmé. Les occasions, cette fois, on en a eu quelques-unes quand même, donc on peut essayer aussi de voir le verre à moitié plein, mais très clairement, on a vu aussi une transformation en fin de match avec l'entrée de Sofiane Diop. Pour vous, je sais qu'on se pose la question à chaque émission plus ou moins, mais le salut passera forcément par le mercato. Est-ce qu'on a besoin de stabilité devant? Parce qu'on a quand même beaucoup changé de système, beaucoup changé de composition d'équipe devant. Si voilà, Andy Delors devait partir, est-ce que si on installait un trio offensif, Diop, Laborde, Pépé, on pourrait petit à petit progresser, ou est-ce que voilà, c'est une question aussi de compatibilité et de profil, on manque d'un joueur de percussion, ou est-ce que c'est une question uniquement de, je sais pas, de précision devant le but, hein. On n'a pas touché le poteau cette fois, on peut aussi se dire ça. Et enfin voilà, on a l'impression qu'en fait, les mois passent, il y a eu une nouvelle trêve pour travailler, et les problèmes sont les mêmes devant. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'apprécie beaucoup l'activité de Gaëtan Laborde, hein, qui a été au duel, qui a rien lâché tout le temps où il a été sur la pelouse, mais en fait, il joue à 30 ou 40 mètres des buts. Donc après, lui demander dans la surface pour marquer, c'est un peu compliqué. Donc bon, il a ses problèmes de poteau, certes, mais on a aussi un gros problème, je trouve, où bah, Pour lui donner les ballons. t'as un manque de présence, voilà, deuxième ballon comme tu dis, mais t'as un manque de présence dans la surface de toute façon aussi, et ça a peut-être une implication qui vient d'un peu plus bas sur le terrain. Gaëtan Laborde, je l'aime beaucoup comme tu disais, dans son activité. Il a quand même offert des quasi passes décisives, hein. Je dis quasi parce qu'elles sont pas finies au fond, mais pour Nicolas Pepe, pour Ross Barkley. Donc c'est là dans sa combativité, dans sa vision du jeu qu'il est intéressant. Maintenant, ce que je regrette, et c'est là où j'ai un peu de mal c'est là où j'ai un peu de mal quand je vois Barkley par exemple sur un côté, c'est que il y a personne qui lui donne des ballons. Alors on disait oui à Montpellier, le duo Laborde machin. Oui, d'accord, mais il y avait Savanier qui donnait tous les ballons aussi, donc c'était plus simple. Aujourd'hui, on n'a pas ce meneur de jeu, enfin en tout cas ce créateur qui vient donner les ballons. Alors ça devrait être Sofiane Diop, mais voilà, je trouve qu'il est rentré trop tard. C'est encore une critique que je fais par rapport à Lucien Favre. Quand tu vois que ton équipe elle avance pas, fais pas des changements à la 80e, ça sert à rien. Donc moi j'aimerais bien encore plus si Andy Delors venait à partir. Oui, il faut installer un trio d'attaque qui bouge pas, qui soit complémentaire, qui soit surtout qui puisse créer des automatismes. Mais surtout, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une solution pour que nos joueurs techniques, je pense notamment à Sofiane Diop, puissent donner les ballons. Parce que Gaëtan Laborde, il est peut-être combatif, mais il n'a pas une seule action dans la surface de réparation. Et ça, c'est problématique. Ouais, tout pareil, hein, à quelque chose près, le problème c'est que Gaëtan Laborde, j'ai aussi beaucoup aimé son activité aussi, mais il n'a pas eu l'occasion hier d'avoir des occasions de but, hein. Donc du coup, c'était quand même compliqué pour lui. Après, voilà, c'est encore une fois ce schéma à trois défenseurs qui te bloque un peu parce que tu as des latéraux qui ont eu du mal à t'apporter offensivement, surtout sur la gauche, et t'as pas de créateur au milieu de terrain. C'est pour ça que je disais que j'étais plus à l'aise avec le fait d'être à 3 au milieu de terrain et d'avoir justement un créateur sur une aile qui te permette d'avoir plus d'occasions. Donc le souci, c'est que je pense qu'on a ce trio offensif à un joueur près parce qu'on a Diop, Pépé et Laborde ou Delors devant pour moi. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent aussi des petites blessures, hein. Sofiane Diop a été blessé deux fois. C'est toutes ces choses-là qui font que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir un trio offensif qui est complet et qui enchaîne les matchs ensemble. Et surtout, il faudrait qu'on ait un schéma tactique qui ne bouge pas avec des rôles définis pour chacun.
Après, je pense que malheureusement, on en revient toujours au même point, mais comment dire, le style de jeu souvent de Lucien Favre, c'est d'avoir des ailiers, comment dire, des ailiers intérieurs justement qui jouent qui vont entrer à l'intérieur pour jouer sur leur bon pied, pour laisser de la place aux latéraux. Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas ça. Donc on n'a pas cette tactique-là, on n'a pas on n'a pas ça pour l'instant, et c'est Ouais, ce qui met en les ailiers difficulté rentrent, l'équipe. mais il y a Donc, personne qui prend le couloir c'est ça. derrière eux, donc C'est ça, donc du coup, tu n'as pas forcément de dédoublement, enfin pas assez de dédoublement, et donc tu te crées pas assez d'occasions et t'as pas vraiment et après au final, t'as pas assez de monde dans la surface, donc c'est un problème. Et après, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Alric, aussi sur les changements, c'est vrai que bon, ça c'est un débat qu'on a très souvent avec Lucien Favre. Il doit avoir ses raisons. C'est vrai que moi je suis pas très d'accord avec ça. C'est vrai que c'est dommage quand tu as autant de changements maintenant dans un match, les 5 changements, de commencer à faire des changements aussi tard. Je pense que Diop est rentré 5 à 10 minutes trop tard, honnêtement. Après, peut-être qu'il n'avait pas assez de temps de jeu dans les jambes, hein. Peut-être qu'il revenait de blessure, donc c'était peut-être compliqué. Mais voilà, c'est dommage. C'est comme faire rentrer Mario Liminal à la 90e, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est pour ça que des fois, c'est vrai que les changements, c'est un peu le point où je suis souvent en désaccord avec Lucien Favre. Mais bon, je pense qu'il doit avoir ses raisons et qu'il connaît bien mieux, bien mieux l'effectif que moi. je pense qu'il n'a pas voulu, bousculer une équipe qui était sur une phase, ascendante et en situation de domination. Mais, effectivement, hein, après bon, c'est la question de combien de temps de jeu ils avaient dans les jambes, mais, tu sentais que Ross Barkley, au bout d'un moment, il était quand même au bout. C'est un joueur qui physiquement est en train de se retaper, donc l'entrée de Sofiane Diop, a fait beaucoup de bien et était attendue. Je vous propose, messieurs, de conclure l'émission, traditionnellement, si vous avez un dernier dossier à ouvrir, j'en laisse la primeur. Moi, j'en ai un, j'ai un très gros dossier Je à pense qu'on a le à même. ouvrir. Alors après, si on a tous le même, du coup, ça nous permet de conclure l'émission dans les 5 minutes. Jérémy, je t'en prie. Mm. Non, c'était le début de match de Kasper Schmeichel Ouais, t'es sûr. bon, qui Désolé désolé Alric, Alric, on est au moins 2, hein, mais, ah oui, mais le Non, mais on début est de trois, match, on est il trois. on était, est 3, parfait. le début de match, franchement, il était effrayant. Bon, après, il a sorti un très bel arrêt, une très belle manchette, et il a fait son match. Mais le début de match, franchement, après, en regardant les ralentis, j'ai rigolé parce que c'était quand même compliqué. Il y a eu la sortie, je crois, à un moment donné où Todibo lui dit de sortir, mais il sort pas. Donc, du coup, il y a eu un petit problème. Et après, bon, c'est vrai que là, moi, je pense que l'action qu'on a en tête, c'est la sortie sur Wesley Saïd, où moi, je me suis dit, bon, là, à tous les coups, il va le faucher, il va y avoir penalty. Heureusement, on n'est pas, comment dire, on n'a pas eu, il n'y a pas eu de penalty, mais la sortie était quand même très très dure. Mais des fois, j'ai l'impression il se met en difficulté un peu tout seul, et alors que pourtant, c'est un très bon gardien. Il a montré sur son arrêt hier. Donc c'est un peu bizarre, parce qu'il y a des matchs où il nous a quand même sauvé les points. Je pense à Lorient aussi. Mais là, le début de match était quand même super compliqué hier, notamment aussi le but qu'on a pris hors jeu, heureusement. Mais Ouais, il relâche il le ballon. relâche le ballon, mais il doit jamais relâcher le ballon dans ce. Donc il est compliqué, c'est compliqué de parler Kasper Schmeichel, parce que des fois il nous sauve des situations, et des fois il fait des choses assez bizarres quand même pour un gardien de ce niveau-là. Donc bon, voilà. Bah, t'as tout dit. Moi, j'ajouterais juste qu'il nous a quand même régalé, balle au pied, hein, Oui, oui, mine de c'est rien. des Ça, bijoux. C'est vrai, voilà, ça c'est il vrai, faut c'est vrai. le dire, tel point Faut le que dire, ouais. s'il était un peu plus fit, moi je l'alignerais latéral gauche. Moi, je suis sûr que lui, il sait faire des centres, hein, mais bon, j'ai pas trop envie de le voir essayer de courir. C'était déjà gênant dans ses sorties, du coup, donc n'en rajoutons pas. Alric, bah, je sais pas, voilà, si tu veux, toi aussi, conclure sur Kasper Schmeichel, ou si tu as un autre sujet qu'on n'aurait pas évoqué? Bah, pour faire très vite sur Kasper Schmeichel, oui, j'ai eu très très peur sur son début de match. C'était compliqué. L'arrêt qui sort, bah déjà, il est décisif au final puisqu'il sort cet arrêt, important et sa petite bévue ne coûte pas de points. Donc on va dire que c'était voilà, correct sans plus. Par contre, ses relances au pied et c'est magique parce que quand il fait ce grand dégagement direct dans la course de Pépé, je me suis dit: «OK, alors là, c'est quand même un niveau», mais le problème, c'est que c'est pas, en adéquation avec son jeu, sur la ligne ou même dans les airs. Voilà, c'était un peu compliqué. Après, un rapide mot sur, Dante Todibo, enfin, on le dit à chaque fois, mais Ouais, c'est mais on est impressionnant. obligé. On est obligé.
Beaucoup trop fort, ouais. Ouais, effectivement, super performance de notre défense centrale, encore pas face à encore une fois, pas n'importe quel adversaire. On peut regretter, hein, voilà, c'est sûr qu'avec un peu plus de réalisme dans la surface adverse, on aurait pu faire un petit hold-up. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette heure d'émission. Le programme va être de plus en plus chargé forcément avec l'actualité du mercato. Ce sera des formats longs probablement et puis, bon, vous retrouvez nos émissions spéciales en cas de recrue, on l'espère assez rapidement. Passez une bonne journée et puis messieurs, comme on dit, Issa Nissa. Issa Issa Nissa. Nissa.